Si vous le voulez bien, nous pouvons conclure ce tour du monde géopolitique et historique avec un autre pays essentiel aujourd'hui dans l'actualité, c'est la Turquie. La Turquie, oui, là aussi, la Turquie, je pense, est entre deux mondes. C'est un peu comme le Japon, d'ailleurs, d'une certaine façon, où comme la Turquie est à la fois puissance orientale et aussi tournée vers l'Occident. Je disais tout à l'heure, on parlait de la chute de Constantinople par les Turcs ottomans, les Turcs osmanlis. Il faut absolument, enfin j'en profite de dire aux gens qui m'écoutent, parmi les voyages que toute personne cultivée doit faire, il faut absolument aller à Istanbul, pardon. Moi, c'est un des voyages des plus riches du point de vue de l'histoire, parce qu'on a, comme Rome, c'est comme aller à Rome, si vous voulez, on a toute l'épaisseur de l'histoire de l'Europe. La Turquie, l'Empire ottoman, est devenu une grande puissance européenne. Vous savez que quand ils sont arrivés sous les murs de Vienne, en Autriche, vers 1638, je crois, le siège de Vienne par les Turcs ottomans. Vous savez que François Ier a été en conflit avec Charles Quint. Charles Quint est né en 1500. En 1519, il est élu au Saint-Empire romain germanique. Et en fait, l'élection de Charles de Habsbourg, qui a déjà... Alors, il porte différents numéros selon les pays dont on parle, mais il était déjà l'héritier de l'ensemble des Habsbourg. C'est avant qu'il y ait la séparation entre les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg de l'Europe centrale. Il hérite des Flandres, que Philippe II perdra avec Guillaume d'Orange. Il hérite des Flandres, il hérite d'une partie de la Bourgogne, il hérite de toutes les possessions des Habsbourg dans l'Autriche actuelle, et puis il hérite également de ce qui deviendra le royaume des deux Siciles et de la péninsule, enfin de l'Espagne. Donc, lorsqu'il devient de surcroît empereur du Saint-Empire romain germanique, il a de surcroît, il devient le suzerain de toute une série de territoires qui en fait encerclent la France. Et la France, et François Ier, en 1519, découvre que la France est entièrement encerclée. Il essaie de se tourner, de trouver un allié pour rompre cette espèce de jeu de go. Son allié, c'est potentiel, il n'y en a pas 50, c'est Henri VIII, le roi d'Angleterre. C'est l'entrevue du camp du Drap d'Or. Et puis Henri VIII lui fait défaut, et Henri VIII, contre toute attente, s'allie à Charles Quint. Donc la France est complètement encerclée. Et que va faire François Ier ? Si vous avez un de vos proches qui risque de mourir, vous faites tout pour le sauver. Vous êtes prêt à faire alliance avec le diable, s'il le faut, pour sauver ce à quoi vous tenez le plus cher au monde. Et donc François Ier, pour sauver son royaume, il a compris qu'il est entièrement encerclé. Il est aidé par le destin. En 1519, Charles Quint est élu au Saint-Empire. Mais la même année, Luther publie ses 85 thèses. Et c'est le début de la religion réformée. Et cette religion va très rapidement se développer et va séduire quelques princes dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Et François Ier, bien qu'il fût le christianissimus, le christianisme, le très chrétien, le roi très chrétien, bien que lui-même décide de pourchasser les débuts du protestantisme en France, il va faire alliance avec les princes protestants pour avoir une alliance de revers contre Charles Quint. Et puis ça ne suffit pas. C'est à partir de 1521 qu'il fait ça. Et en 1526, et c'est là où on arrive avec la Turquie, François Ier, il regarde. Et la seule possibilité, la Russie est encore... en 1500 et quelques, c'est la dynastie des Rouris, c'est encore très très petit, au milieu des forêts. Le monde américain n'existe pas. Christophe Colomb a découvert l'Amérique depuis seulement quelques années. En fait, il n'y a qu'une seule puissance, c'est l'Empire ottoman. Et François Ier décide donc de faire alliance avec Suleiman, celui qu'on appelle Soliman le Magnifique, en 1526, ce qui crée un énorme scandale dans la chrétienté, puisque le très chrétien fait alliance avec le diable, le représentant de l'islam. Le diable en personne. Et donc, mais cette alliance que François Ier va faire avec Soliman le Magnifique d'une part, va permettre de desserrer l'étau des Habsbourg. D'ailleurs, Charles Quint, vous savez, renoncera, abdiquera, il ira dans son monastère, il passera les rênes à son fils Philippe II, qui n'a pas la même trempe que son père, qui perdra les Pays-Bas, etc.
Donc, premièrement, la manœuvre de François Ier se révélera favorable. Et deuxièmement, il obtiendra de Soliman le Magnifique les échelles du Levant, c'est-à-dire la protection des chrétiens du Levant au bénéfice de la France. C'est de là que date notre influence au Liban, en Syrie, etc. Donc la France a des relations avec la Turquie qui sont insuffisamment connues par nos concitoyens. Il y a une grande tradition francophone en Turquie et francophile. Atatürk s'est inspiré de la laïcité à la française. Lorsqu'Atatürk fait sa révolution et impose aux Turcs l'abandon de l'écriture ottomane inspirée de l'arabe pour prendre l'alphabet, lorsqu'il impose la laïcité à la française, toute une série de lois, de codes civils qui sont inspirés de la France, il y a une grande influence de la France. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce que je reviens à mes alliances de tout à l'heure, c'est en fait lorsque Charles de Gaulle reconnaît la Chine de Mao en 64, lorsque Charles de Gaulle va en URSS en 66, c'est pas qu'il était devenu maoïste ou brejnevien, c'est simplement qu'il faisait la même chose que François Ier avec Soliman le Magnifique et les princes protestants. Il voulait avoir un contrepoids à l'influence américaine pour de Gaulle en 64. Donc aujourd'hui, la Turquie, alors elle est dirigée par quelqu'un qui est de controversé. C'est quand même un allié de l'OTAN, parce que les Américains, la Turquie est dans l'OTAN depuis 1955. Donc la Turquie sert à surveiller le flanc est de l'Union soviétique, était surveillée. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, je crois que la Turquie hésite entre deux tentations. La première, c'est la tentation occidentale. C'est un peu comme l'Ukraine, en définitive. La tentation occidentale, qui est incarnée par l'armée, par la laïcité. Et malheureusement, cette tentation occidentale, au lieu de s'incarner dans la France, comme c'était le cas en 1918, elle s'incarne plutôt regarder vers l'Amérique, vers les États-Unis. Et bien, une autre tentation, qui est la tentation de faire revivre une espèce d'empire ottoman rêvé. Et donc, ça serait la tentation du monde turcophone. Il y a quand même... En Turquie, il doit y avoir quelque chose comme 75 millions d'habitants aujourd'hui, mais si on y ajoute les peuples turcophones d'ethnie turque, comme au Turkménistan, en Ouzbékistan pour une partie d'entre eux, etc., vous avez peut-être quelque chose comme 50 ou 100 millions de personnes supplémentaires, et il pourrait y avoir cette tentation qui nécessite une espèce de retour vers l'islam, et voilà. Donc, alors il y a eu tentative de coup d'État l'été dernier qui est tout sauf clair, on n'y comprend rien, même encore avec plusieurs mois de recul, on n'y comprend rien. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que l'ennemi traditionnel de la Turquie, qui est la Russie, je rappelais que la grande Catherine avait piqué la Crimée au Khanat tatar. Je rappelle, j'ai oublié de préciser, tout le monde le sait, que la France a été alliée de l'Empire ottoman et de la Royaume-Uni en 1854 dans la guerre de Crimée pour prétendument défendre la civilisation contre les méchants russes, les messagers orthodoxes. C'est amusant de voir qu'à cette époque-là, moi j'ai une médaille chez moi qui représente l'alliance du protestantisme, c'était au-dessus de la reine Victoria, du catholicisme, c'est au-dessus de Napoléon III, et de l'islamisme, c'est au-dessus de la figure du sultan Abdülmecid Ier. Et cette médaille célèbre la civilisation contre les méchants russes. Comme quoi, les chocs des civilisations, tout ça, c'est souvent un paravent idéologique pour montrer des appétits de grande puissance. Moi, je ne veux pas de choc de civilisation. Moi, je veux la concorde des civilisations, parce que très souvent, toujours, quand on a appelé à défendre une civilisation face aux barbares, en fait, derrière, il y a toujours des pensées de grande puissance, etc. Par exemple, on ne peut pas comprendre le contexte turc aujourd'hui ou ce qui se passe en Syrie si on n'a pas le nez qui renifle les hydrocarbures. On sait qu'il y avait derrière toutes ces histoires, les projets d'un gazoduc allant du Qatar traversant le territoire syrien jusqu'en Europe, que ça aurait rendu l'Europe indépendante de la Russie, que Bachir el-Assad s'était opposé à ce tracé, et que donc c'était une espèce de casus belli pour les stratèges néoconservateurs américains. Donc voilà, sur la Turquie, c'est un pays qu'il faut suivre de près, je pense, parce qu'il est à la jonction de la Méditerranée, du monde russe, du Moyen-Orient, des Balkans. C'est un pays assez instable, c'est un pays dont l'avenir est assez incertain. C'est un pays qui, à mon avis, est un peu méconnu et qui a une importance, à mon avis, très très capitale pour la suite des événements.
François Asselineau, je vous remercie pour cet entretien, pour avoir voulu réfléchir et faire réfléchir les lecteurs d'Hérodote.net sur notre passé et notre avenir. Mais c'est un plaisir, vous savez, je pense, ce sera peut-être le mot de la fin si vous me le permettez, que tous les grands chefs d'État sont d'abord des gens qui connaissent l'histoire et d'abord l'histoire de leur propre pays. Et il n'y a pas d'exemple contraire. Voilà. De Gaulle, qui je crois, avec tout ce qu'on peut, certains lui reprochent, bien sûr. Il n'a pas été parfait, il a fait des erreurs. La décolonisation de l'Algérie a laissé des traces encore brûlantes aujourd'hui. Mais De Gaulle, qui reste quand même, à mon avis, le plus grand chef d'État français du XXe siècle, était d'abord un historien qui connaissait par cœur l'histoire de son propre pays. Et quelqu'un comme des grands chefs d'État, comme Deng Xiaoping, par exemple. Deng Xiaoping qui a sorti la Chine de l'utopie maoïste, comme Lee Kuan Yew dont je parlais, qui nous avait expliqué comment c'est lui qui était allé convaincre Deng Xiaoping de sortir non pas brutalement mais à la chinoise en créant des petits Singapour, mais aussi quelqu'un comme Vladimir Poutine actuellement. Ce sont des gens qui sont d'abord et avant tout pénétrés de l'histoire de leur propre pays et je crois que c'est fondamental. Merci.